Finalement, aux pages 124 et ensuite 125 du chapitre 40 de mes notes de cours, on va résoudre une dernière situation dans la section 3.13 de Séguin sur les capacités équivalentes. La situation 2 qui s'intitule « Deux condensateurs et trois interrupteurs » et dont on peut lire le libellé à la page 376 de Séguin. Après une première lecture, on s'aperçoit qu'on nous dit qu'on va brancher des condensateurs et des interrupteurs avec une pile. Donc, ça nous prend le schéma de branchement pour pouvoir analyser la situation. Et on nous donne les valeurs des différentes composantes. Donc, la pile vaut 10 volts. J'ai un premier condensateur C1 qui est illustré ici de 3 microfarads. Un C2 branché en parallèle avec une valeur de 1 microfarad. Et on nous demande si on branche, à l'aide des interrupteurs, si on branche ces deux condensateurs-là en parallèle à la pile, quelle va être la valeur du condensateur équivalent, quelle va être la charge totale fournie par la pile à ces deux condensateurs-là. En fonction des valeurs de C1 et C2, la pile va fournir des charges ici, puis va en fournir également sur l'autre. Évidemment, ces charges-là vont être les mêmes que sur le condensateur équivalent que j'ai commencé à dessiner à côté ici. Donc ça, c'est un circuit où il y a un seul condensateur dedans qui est équivalent à ces deux-là. Donc c'est le C12 que je cherche. Et au départ, on me demande quelle est la charge totale fournie par la pile, le Q12. Bien, je l'ai montré justement sur mon circuit équivalent avec la même pile ici. Donc la charge totale que je vais fournir, ça va être l'équivalent de ce qu'il y avait ici, Q12. Évidemment, cette charge-là va s'être répartie à la fois sur Q1, puis à la fois sur Q2. Puis on nous demande justement quelles sont ces valeurs-là de Q1 et de Q2. J'ai relu mon problème, j'ai identifié tout ce qui était donné et recherché, puis j'ai des situations qui illustraient bien ça. Je n'ai pas redessiné le schéma comme tel, j'ai travaillé avec le schéma qui m'était fourni, parce que pour moi, il était déjà dessiné de haut vers le bas, dans le sens que la pile sert à mettre le plus d'énergie possible sur le conducteur d'en haut, et à partir de là, j'ai deux chemins possibles pour redescendre. Donc, c'est déjà dessiné de haut en bas. Mon premier point d'interrogation, c'est tout simplement une capacité équivalente. C'est la capacité équivalente pour deux condensateurs en parallèle. Donc, soit que je vais sur le résumé pour retrouver la formule correctement, soit que je me rappelle que si c'est en parallèle, ça veut dire que ça correspond à ce qu'on avait en série. En série, on additionnait des résistances. Donc, en parallèle, on additionne des condensateurs. Donc, c'est C1 plus C2. Les valeurs sont connues, 3 plus 1. Même si c'est des microfarads, j'ai écrit directement mes chiffres ici. Ça veut dire que ma réponse, le 4, est en microfarad également. Deuxième point d'interrogation, le Q12, donc la charge totale fournie par la pile. Ben, je peux faire la relation de base d'un condensateur. La définition de la capacité, C est égal à Q divisé par delta V aux bornes du condensateur. Donc, c'est l'équation de base d'un condensateur, première équation du chapitre 40. Et je l'applique à C12 maintenant. Donc, C, c'est C12. La charge du condensateur, ben, c'est Q12. Puis le delta VC, le voltage qu'il y a aux bornes de ce condensateur-là, par la loi des mailles, le voltage ici est égal à la force électromotrice. Est-ce que je connais tous les chiffres là-dedans? Oui. C12, on l'a calculé ici, c'est le 4. Fois 10 à la moins 6 parce que c'est micro. Et la force électromotrice, on l'avait dans les données de base. Donc, une seule inconnue. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Je travaille avec une calculatrice où j'isole Q12 et je vais avoir ma réponse. On me demande aussi pour Q1, ben, c'est d'appliquer l'équation de base des condensateurs. À ce condensateur-là, c'est d'appliquer l'équation 1, l'équation de base des condensateurs, à ce condensateur-là, C1. Donc, sa charge, c'est Q1. Et son potentiel à ces bornes, loi des mailles alentour de ça, ben, c'est encore la force électromotrice. C1 est connu, Q1 c'est ce que je cherche, puis la force électromotrice est connue, une seule inconnue, problème de base dans une calculatrice. Même chose pour C2, donc je pourrais vous montrer sur le dessin en haut, là, mais je remplace mon C par C2, mon Q du condensateur par Q2, puis le delta VC aux bornes du condensateur par la force électromotrice. C2 est connu, Q2 c'est ce que je cherche, et la force électromotrice était connue, problème de base facilement résolvable. J'ai répondu à tous les points d'interrogation de la partie A. La partie B, que je vais faire sur la prochaine page dans quelques instants,
il nous mentionne que la première chose qu'ils font, c'est qu'ils ouvrent l'interrupteur ici. Avant même de toucher à quoi que ce soit d'autre, ils ouvrent l'interrupteur alors que ces deux condensateurs-là ont été pleinement chargés. Ça veut dire que la charge qu'on a ici, les électrons que j'ai amenés sur les deux côtés des condensateurs, sont encore trappés à cet endroit-là. Ils ne peuvent pas s'en aller à nulle part, puis ils ne peuvent pas traverser les condensateurs. Donc, premier temps, j'ai ouvert ça. Et dans un deuxième temps, de façon simultanée, je vais fermer l'interrupteur ici et fermer l'interrupteur ici. Évidemment, ce n'est pas évident de bien saisir, donc ils nous ont fourni le dessin qu'on voit ici. Et là, ce qu'il faut réaliser, puis qui n'est pas évident à réaliser, c'est que j'ai encore deux condensateurs en parallèle. Sauf qu'ils ont été branchés différemment, mais j'ai encore deux condensateurs en parallèle. Tantôt, quand je partais, disons, d'ici, puis que je regardais les chemins possibles pour aller en bas, mais j'avais soit je passe par ici, soit je passe par là. Donc, je passais à travers deux condensateurs en parallèle pour revenir en bas. La même chose, si je pars du même point, puis que je veux me rendre en bas ici sur le fil, ben, je pars d'ici, je peux passer à travers C1 puis me rendre en bas. Si je pars d'ici, je peux passer à travers C2 et me rendre en bas. Mais ce qu'il faut voir, c'est que je ne le traverse pas de la même façon. Ici, quand je partais, je le traversais. J'ai appelé ça A, donc je partais du côté A du condensateur, je traversais jusqu'en B du condensateur, puis j'étais rendu en bas. Ben, ici, quand je traverse le condensateur, ben, je suis du côté B du condensateur. Après ça, je me retrouve du côté A du condensateur et je me retrouve sur le fil d'en bas. Donc, j'ai deux chemins possibles, mais les condensateurs étaient inversés. Donc, mon analyse à la prochaine page, j'ai redessiné les deux condensateurs en parallèle. J'ai C1 ici, j'ai C2 ici, mais il faut se rappeler que maintenant, il est inversé par rapport à mon dessin initial, si on veut. Et on me demandait maintenant quelle est la charge finale sur chacun des condensateurs, parce que les charges qui étaient là vont pouvoir se redéplacer momentanément, mais évidemment, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est d'aller se mettre soit d'un côté, soit de l'autre, d'aller se mettre sur les côtés de plaque. Et ils vont me demander également quel est si je viens brancher un voltmètre, si je viens mesurer la différence de potentiel entre le conducteur d'en haut et le conducteur d'en bas. Ils nous demandent de le faire pour V1 puis pour V2, mais que je vienne mettre aux bornes de C1 ou aux bornes de C2, ou que je touche n'importe où, je touche au même conducteur en haut, puis tout ce conducteur-là a tout le même potentiel partout, puis même chose en bas. Donc, dans le fond, j'ai rien qu'un delta V. Pour ça qu'ici, sur le dessin, j'ai appelé ça delta V final, puis j'ai pas écrit 1 ou 2. C'est le même delta V pour les deux condensateurs. On va le démontrer clairement là, tout à l'heure, de toute façon. Et mes charges, ben, je suis rendu ici avec un Q1, puis un moins Q1 de l'autre côté final, qui peut être différent de tout à l'heure, puis un Q2 final, puis un moins Q2 final qui est ici. Je reviens sur le dessin momentanément. J'avais mis des charges, j'avais trappé les charges, puis après ça, on s'est branché comme ça. Mais les charges qui sont ici, puis maintenant le moins Q2 qui est en bas ici, là, sont ensemble. Là. Le plus Q1 puis le moins Q2 sont mis ensemble. Les électrons vont se répartir, ils vont refaire une distribution. Mais c'est les mêmes, je dis électrons, c'est les mêmes charges là, qui vont travailler. Puis ils vont se répartir différemment. Donc c'est pour ça qu'on a des valeurs finales et initiales. La seule façon que je peux travailler avec ça, c'est avec la relation de base, la définition d'un condensateur, la valeur C d'un condensateur qui est QC divisé par delta VC. Je vais l'appliquer pour le premier condensateur. Donc C1 est égal à la charge que j'ai à ces bornes, donc Q1 final, divisé par delta V1 final. Puis là, j'ai fait l'erreur de ne pas réaliser que c'était le même delta V. Erreur volontaire ou intéressante à faire. Je regarde les chiffres qui sont connus là-dedans, le 3 fois 10 à la moins 6, mais le Q1 final n'est pas connu, puis le delta V1 final n'est pas connu. Donc, j'ai une équation et deux inconnus. Je vais essayer de multiplier mon nombre d'équations. Je vais réappliquer cette équation-là pour C2. Donc, C2 a sa propre charge, Q2 final, puis j'ai fait l'erreur de penser qu'il y avait son propre potentiel, delta V2 final. Je remets mes chiffres là-dedans. Le C2 est connu, mais le Q2 et le delta V2 ne sont pas connus. J'ai deux équations à 4 inconnus. Et j'ai eu un élan de mémoire de me dire, hey, c'est vrai, delta V1 va être égal à delta V2. Parce que je ne peux pas avoir des potentiels différents sur le même conducteur qui traverse aucune forme d'élément électrique. Donc, ça m'a ramené ma troisième équation, mais toujours avec 4 inconnus.
quelle est la quatrième équation que je peux utiliser? Ben, je suis obligé d'aller sur le résumé. Pas tant obligé que ça, mais moi, c'est la façon que je m'y prends pour avoir des idées. Je suis en train d'étudier des condensateurs, soit en parallèle, soit en série, mais présentement, sont en parallèle. J'ai une relation qui existe entre la charge totale et la charge que sur chacun. Puis c'est même plus que ça que je vais utiliser. Ça va être aussi, à quelque part, le principe de conservation de la charge. Mais je vais utiliser, là, un peu, là, si on veut, cette formule-là. Je reviens à mon problème. J'avais mentionné là, que j'allais faire la conservation de la charge. Ben, mon Q12 final, okay, j'aurais pu, parce que quand je les rebranche, c'est sûr que je me retrouve, si je veux, avec aussi une configuration équivalente. Là, ces deux condensateurs à parallèle, ben, je pourrais les voir comme les remplacer par un condensateur équivalent. Donc j'ai un C12. Évidemment, il y aurait la même valeur, parce que la valeur des condensateurs n'a pas changé. Mais la charge, il y aurait une charge en haut et en bas, puis là, je me demande quelle est cette charge-là. Le principe de conservation de la charge que j'ai en haut ici, je reviens à la page 124, la charge que j'ai en haut des deux condensateurs, on a dit là que on a branché, si on veut, ce condensateur-là qui avait plus Q1 ici, et ce côté de condensateur-là s'en va toucher à l'autre côté du condensateur qui avait moins Q2. Après ça, je vais rebalancer. Mais il reste que ce conducteur-là, au total, va avoir dessus plus Q1, puis moins Q2, puis les électrons qui sont trappés à cet endroit-là ne peuvent pas s'en aller à nulle part. Ces charges-là vont se redistribuer, mais au total, je vais garder les mêmes quantités de charges, là, Q1 puis moins Q2. C'est pas évident de bien voir tout ça, là, mais il faut réussir, il faut prendre le temps, arrêter la vidéo autant de fois qu'il faut, puis regarder le tout. Donc, la première équation, condensateur en parallèle. Donc, je vous rappelle, je vous ai dit, là, je vais prendre, on est dans des condensateurs en parallèle, mais je vais prendre l'équation qui est ici, puis je vais l'appliquer à mon problème. Donc, je retourne à mon problème. Donc, la charge finale qu'on a sur un condensateur en parallèle, c'est la somme des charges qu'on avait pas initialement, mais sur les condensateurs lorsqu'on les étudiait séparés. Donc, c'est Q1 final plus Q2. Et je ne connais rien là-dedans, donc c'est une quatrième équation, mais j'ai rajouté une nouvelle inconnue. Okay. Conservation de la charge, que j'ai mentionné tout à l'heure. Conservation de la charge. La charge que j'ai, c'est plus Q1, puis c'est moins Q2. Ce que je viens d'expliquer à l'instant, en branchant ces deux fils-là, la charge qu'il y a à cet endroit-là, là, qui est trappé à cet endroit-là, c'est plus Q1, puis moins Q2. Puis évidemment, c'est les valeurs initiales, c'est les valeurs qu'on avait quand on était branché comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai appelé ça plus Q1 initial, puis moins Q2 initial. Et ça, on les a calculés dans le problème en A, là. Donc plus Q1, c'était une 30 micros, puis Q2, c'était une 10 micros. Il y avait plus 10 micros d'un bord, puis moins 10 micros de l'autre bord. Mais là, je me suis branché avec le côté où il y a moins 10 micros. Donc c'est ma cinquième équation. Et je n'ai pas rajouté de nouvelles inconnues là, du total que j'avais. Fait que j'ai 5 équations à 5 inconnues. Si je voudrais après ça, je pourrais remonter tranquillement dans les équations d'en haut ou je les rentre de façon simultanée dans une calculatrice. Et j'obtiens toutes mes réponses. Et on obtient évidemment le même voltage pour delta V1 et delta V2. Dans le fond, il existe un seul delta V qui aurait pu être le delta V final du début à la fin. C'est pas évident là, de voir tout correctement ce qui s'est passé dans ce problème-là. Prenez le temps de relire le problème, puis d'essayer de saisir. C'est des subtilités là, quand on joue avec des condensateurs. Il y a plusieurs genres de petits jeux comme ça qu'on peut faire avec.